Stay with the High Lord. You will be safe. Humans have no say in the law of dragons. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Fond du Chaudron. Ici, on vous parle de fées, de dragons, de loups-garous et de sorcières. Bref, des lectures de notre book club fantasy pour la plupart en anglais et quelques-unes en français. Le principe est simple, un thème, 4 lectrices et une longue conversation avec Lucie, Oriane et Blandine. Je suis Claire et je suis demoiselle d'honneur à un mariage cet été. Sina, si tu m'entends, aide-moi, je ne trouve pas de robe. Je suis Oriane et dans l'arène, je serai décédée au bout de 2 minutes. Je suis Lucie et je vis en ce moment pour les annonces de casting de Sunrise on the Reaping, qui est le préquel, un des préquels de Hunger Games. Et je suis Blandine et j'ai bien mangé mon chapeau sur Hunger Games. Blandine nous a fait une petite surprise en lisant Hunger Games en cachette, après avoir juré ses grands chevaux sauvages que l'on ne lui prendrait plus après Twilight. Bien lui en a pris. Katniss Bella, Octogone. Le thème de cet épisode, vous l'aurez deviné, qui sera le dernier de la saison, c'est le tome 1 de Hunger Games de Suzanne Collins. Et pour faire le pitch du livre, je laisse la parole à Oriane. Merci Claire. Faut-il vraiment présenter le pitch d'Hunger Games qui est un monument de pop culture? Eh bien, on va le faire quand même. Le Capitole, une métropole technologiquement avancée, exerce un contrôle politique total sur le reste des 12 districts constitutifs de Panem. Panem qui est donc une version dystopique des États-Unis. Il organise chaque année les Hunger Games, c'est-à-dire les Jeux de la faim, un jeu télévisé conçu pour maintenir l'ordre durant lequel un garçon et une fille de chaque district, âgés de 12 à 18 ans, sont tirés au sort lors de la moisson annuelle et doivent s'affronter dans une arène dans un combat à mort. Et parmi les 24 participants, évidemment, un seul survivant. Attention, ce podcast contient évidemment des spoilers, des opinions tranchées et quelques recherches sur Google sur apprendre le tir à l'arc à 39 ans. Blandine, vu que toi, c'est une de tes toutes dernières lectures, est-ce que tu veux nous dire ce que tu en as pensé? Oui. Eh ben, écoutez, moi, je m'attendais à être déçue et en fait, je le suis pas. Oh zut! C'est vraiment cette Heu, expérience à pour Blandine. oui, bah, non, mais voilà, comme j'avais lu Twilight, et que j'avais été, difficilement, accrochable, je me suis dit: «Bon, OK, je le fais pour elle, en fait. Je le fais pour mes amis, quoi». C'était vraiment, et c'est aussi, pour ça que je vous l'ai pas dit tout de suite, et que je l'ai lu en cachette. C'est parce que je me suis dit: «Mais mon Dieu, si je veux le DNF au bout de 50 pages, je peux pas, tu vois? Je peux pas m'engager et leur dire que je suis en train de le lire». Ouais, je me suis cachée, pour me dire: «Si elle me pose la question, si je le DNF et qu'elle me pose la question, je ne l'ai jamais lu et tu vois, j'ai pas essayé». Mais la dernière fois, Heu, on t'avait proposé de le lire et tu t'as dit non, 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 qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Beh, c'est vraiment pour vous, en fait. Je me suis dit que c'était quand même un élément aussi de la pop culture, excusez-moi, dont comme Oriane, l'a signalé, et voilà, je me suis dit, bah, j'avais envie de vous faire plaisir aussi, je pense, et de me dire, de faire un épisode aussi où vous pouviez kiffer, voilà. Et Moi, je le vis totalement comme un cadeau d'anniversaire pour les 1 an du podcast. Franchement, c'est trop cool. C'est trop mignon. et en fait, moi, j'ai bien aimé. En vrai, vraiment, je m'attendais vraiment à être déçue et j'ai bien aimé. J'ai trouvé que pour du young en fait, je pense que c'est ça aussi, la différence, principale, c'est que entre le young adulte de l'époque et le young adulte, de maintenant, je trouve qu'il y a une vraie fissure, en termes de qualité de l'écriture et tout ça. Et du coup, moi, je savais que c'était du young adulte et j'ai cru, enfin, je me suis dit: «Bah, c'est du young adulte comme ce qu'on a l'habitude de lire, actuellement, en fait, en 2025, en young adulte», et pas du tout, en fait. Et ça prend pas les lecteurs pour, des débiles parce que c'est, du young adulte. Et du coup, ça m'a fait du bien, en fait, de lire un bouquin comme ça. J'ai trouvé qu'il était exceptionnellement bien écrit, il était vraiment très bien écrit. La qualité de l'écriture, elle est vraiment très, très bien. Le plot est vraiment chouette. Et c'est pas non plus, une intrigue, incroyable, mais j'ai trouvé que c'était, quand même, bien ficelé, vraiment bien ficelé. Alors c'est marrant que tu parles de l'écriture parce que moi, c'est un truc qui m'a marqué dans ma relecture.
et je pense que ça m'avait moins marqué que ça la première fois que je l'ai lu, c'est que je trouve qu'en effet, ça reste vraiment fantastiquement écrit et je trouve que c'est même mieux écrit, que ce qui a suivi. C'est-à-dire que alors Lucie, tu sais, tu m'avais fait une reco comme quand tu savais que Sunrise on the Reaping allait sortir, tu m'avais fait une reco, de l'autre préquel qui est The Ballad of Songbirds and Snakes, que j'ai lu aussi un petit peu avant Hunger Games. Et bah honnêtement, je l'ai trouvé réellement moins bien écrit que Hunger Games. Le style dans Hunger Games, ce côté narration à la première personne, ce côté très sujet vers complément, je décris ce que je fais, je suis hyper factuelle, tac tac. C'est un récit d'une clarté. Vraiment, le récit avance à chaque phrase et c'est écrit avec une limpidité que je trouve incroyable. Et je trouve que ça a vraiment pas pris mais une ride, quoi. C'est dingue. Dire, je pense que, ouais, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais je pense que je peux argumenter par rapport à l'écriture du préquel et ensuite du second préquel. On n'est pas dans la tête du même personnage et je pense que ça joue beaucoup. Mais effectivement, je confirme, hein, pour moi aussi, c'est une qualité d'écriture ouais, ça tabasse, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. C'est clair, c'est net, c'est précis. On n'y va pas par quatre chemins et c'est vraiment, voilà. Blandine, tu voulais dire autre chose? Oui, bah, en fait, je voulais dire que je trouve qu'en plus, ça sert énormément le développement des personnages. C'est pas juste une écriture qui est belle et qui est bien. Voilà, ça sert énormément le développement des personnages. Enfin, le fait que, comme tu disais, Oriane, et c'est vraiment très très juste, le sujet verbe complément, mais on est sur une héroïne qui est no bullshit quelque part. C'est vraiment, elle va droit au but, elle est sujet verbe complément. Et en plus de ça, elle essaye d'être détachée. Elle est détachée de certaines situations, puis bah, déjà parce qu'elle est dans une arène où bah, les gens vont mourir et du coup, il faut s'en détacher. Elle est quand même très très jeune, donc voilà. Et j'ai trouvé vraiment que l'écriture, elle était au service de un peu justement ce détachement, cette non-implication, par exemple, dans sa fausse histoire d'amour avec Pita, etc. Moi, j'ai trouvé que l'écriture, elle était vraiment faite et donnait vraiment les bonnes impressions au bon moment par rapport au développement des personnages. Claire, t'as pas encore dit toi? Moi, je viens de regarder dans mon livre, j'ai une édition de 2009. Donc, je pense que je sais pas comment, je me rappelle plus comment ce livre a attiré mon attention pour que je l'achète et que je me mette à le lire. Il est sorti en 2008 Il est sorti en en 2008. anglais. Est-ce que tu l'as lu en français la première fois? Oui, en anglais. Non? Et j'ai donc, comme je vous disais hors micro, j'ai retrouvé dans le livre mon marque-page. Ça devait être une relecture, mais il y a le ticket de cinéma de quand je suis allée voir Hunger Games en 2013, le 1er décembre. Et à cette époque, d'ailleurs, dans mon cinéma, la place coûtait 7,20 €. Dans le bon vieux temps. Le tarif complet à 7,20 €, c'était pas mal. Voilà. Et Mais toi, je pense que le ticket, c'était une relecture déjà, parce que je sais que je l'ai lu plusieurs fois, je les ai tous lus plusieurs fois, donc c'est dire si je les ai aimés. Et oui, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit jusque-là. Je pense qu'en fait, j'ai dû le lire, je crois que je l'ai lu après avoir lu Twilight, et j'avais besoin d'un truc un peu moins mièvre, et ça a très bien fait le job, hein. Et là, on avait une héroïne qui prend son destin en main, enfin voilà. Je pense que Ah oui, bah, c'est sûr que Katniss, c'est l'anti-Bella, hein. Oh là là. et toi, Lucie, du coup? Alors moi, ma première lecture, elle date de 2011. Je crois que je l'ai lu en anglais parce que je l'ai lu en anglais tout de suite. J'étais en LLCE anglais à l'époque. Enfin voilà, je lisais déjà quasiment qu'en anglais et je l'ai depuis relu un certain nombre de fois. Il faut savoir que je suis passée par une période assez obsessionnelle sur Hunger Games. C'est une des rares œuvres où, quand je lis de la fanfiction, je garde le ship, enfin on va dire le couple, hein, parce que même si c'est pas du tout, une romance, je garde le ship d'origine. C'est-à-dire que je suis pas, en mode, «Ah, je pense que tel personnage aurait dû finir avec tel personnage». Non, je suis vraiment à fond dans, la fanfiction comme, creuser le lore et tout ça. Donc c'est vraiment, j'ai pas, voilà, alors que dans d'autres, sur d'autres sagas, d'autres livres,
je lis des trucs assez, absurdes, on va dire et ouais, non, là, c'est vraiment donc je les ai lus à plusieurs fois, je les ai relus et relus, j'ai vu les films, j'ai vu et revu les films, je pense que je les connais vraiment par cœur. J'ai une copine, ma copine Pauline qui est ultra fan aussi, voilà, Pauline, si tu nous écoutes. Donc c'est vraiment ouais, c'était un de mes gros trucs, mais comme Claire, hein, je l'ai lu, je pense, alors pas dans la foulée exacte de Twilight, parce qu'il me semble que Twilight, je l'ai lu quand même, un peu avant, mais ouais, c'était à l'époque, tout ce qui était à la grande époque de la dystopie, hein, d'un point de vue, marketing aussi. Il y avait Divergente, il y avait tous ces trucs-là, et Hunger Games, pour moi, c'est vraiment, ouais, ça reste, un des meilleurs. Hem et je suis toujours à fond aujourd'hui et pour 2 raisons. Alors oui, les préquels qui sont sortis, que j'ai beaucoup aimé, les 2, mais aussi parce que, bah, voilà, ça fait partie des bouquins que j'ai, suggéré à ma fille de lire et elle les a déjà lus, plusieurs fois, donc je suis trop contente de pouvoir partager ça avec elle. On est allé voir, le dernier film, donc le préquel ensemble, alors que bon, elle est un poil jeune, mais il y avait certaines scènes qui étaient assez intenses. Mais ouais, elle le relit encore, régulièrement et ça me fait trop plaisir d'avoir pu, partager ça avec elle alors que bon, oui, elle a l'âge de Prime, quoi, enfin, elle est encore jeune. Mais bon, en même temps, c'est il y a des sujets, on va en parler, c'est des sujets tellement importants, encore plus maintenant qu'à l'époque, parce que ça fait quand même bientôt 15 ans, qu'on l'a lu, hein, pour la première fois, ouais, c'est important, je pense et ça a pas ouais, ça a pas vieilli, ça a pas bougé, c'est toujours aussi, efficace et Katniss, c'est toujours un personnage, que j'adore, alors que, bah, voilà, elle a plein de défauts mais plein de Ah, mais elle est très lovable. Elle est très lovable parce qu'elle a plein de défauts, mais c'est pas les défauts qui font que t'es pas lovable, en fait. non, elle a des défauts, elle est humaine, quoi et Puis c'est un personnage qui est jeune, qui a eu une vie super difficile à beaucoup d'égards. Enfin, oui, elle a des défauts, mais en fait, bon, tu vois d'où elle arrive et tu te dis: «Bon, bah, ça va, quoi». Enfin, mais c'est ça, c'est ça. j'ai retrouvé ma date de lecture parce que je retrouve exactement le mail où j'envoie, enfin pas le mail, mais le Google Chat. À l'époque, on se parlait sur Google Chat, où je dis à ma pote: «Ah, j'ai fini The Hunger Games» et ben mon commentaire d'après, c'est: «Et ben c'est l'anti-Twilight». Tu vois? En 2012. Déjà en 2012. On est cohérente. Bah, obviously, hein. Oui, mais c'était très, les 2 œuvres, les 2 sagas étaient beaucoup mises en compétition, en quelque sorte, à l'époque. Ouais, c'est ça et puis c'est qu'elles ont un petit peu eu les mêmes trajectoires, c'est ce que dit Claire, et que, elles ont eu un peu la même morale, le même impact marketing, le même impact pop culture. Il y a eu des films, enfin, elles ont beaucoup de points communs, mais bon, qui s'arrêtent à un endroit, précis, genre leur héroïne. Mais justement, cette héroïne, Blandine, tu en as pensé quoi? Moi, c'était enfin, c'est une héroïne qui m'a fait du bien dans le sens où c'est pas une élue non plus. Elle est déjà entraînée à survivre, hein, puisque bah, de District 12 est pas spécialement le plus. C'est un euphémisme le plus aidé et facile à vivre. Et bon, et elle est pas non plus la seule à être entraînée à survivre. Je veux dire, elle a son pote, la Gale. Alors, j'ai que comprendre que dans les tomes suivants, il allait se passer d'autres choses avec ce personnage, mais dans le tome 1, il est quelque part assez enfin pas anecdotique parce qu'il est très important pour Katniss, mais il n'a pas de poids dans l'intrigue, donc voilà. Et mais donc du coup, ils sont tous les deux, et ils sont entraînés à survivre, etc. Et et du coup, moi j'ai trouvé ça bien d'avoir une héroïne qui était capable, qui n'était pas l'élu, et qui n'était pas parce que elle a quel âge? 16 ans. Et en même temps, bah, c'est pas non plus une noix blanche. À 16 ans, on sait se débrouiller. À 16 ans, on sait réfléchir. À 16 ans, surtout dans le cadre dans lequel elle est élevée. Enfin, c'est Bah, quand même c'est elle la figure, parentale, hein. exactement. Donc, c'est quelqu'un qui sait comment se comporter aussi pour être politiquement acceptable et tout ça. Ou en tout cas, qui sait pas forcément le faire, mais qui sait voir qu'il y a d'autres gens qui savent le faire pour elle et ce serait bien de suivre leurs conseils.
Donc du coup, moi j'ai trouvé ça, vraiment très bien pour ça. En revanche, il y a un côté où justement en termes de politique, elle est, trop dans la manipulation, je pense. Et notamment tout le côté, faisons semblant d'être amoureux avec, Pita et elle comprend pas que lui ça fait pas semblant et pour lui ça en fait une héroïne qui est pas nickel en termes de morale, en fait. Oui, mais bon, après, de toute façon, tu es dans un monde qui est tellement moralement gris, si tu veux, voire Oui. moralement noir, qu'en fait, pour moi, ce qui définit le personnage de Katniss, c'est la survie. C'est-à-dire que en dehors de ce qui se passe dans l'arène, avant même d'arriver dans l'arène, c'était déjà quelqu'un qui était dans des mécanismes de survie. Et donc, c'est vrai que je pense que, en effet, c'est une héroïne qui est assez morally grey, hein. On parle souvent des personnages principaux masculins qui sont moralement gris, etc. Mais elle l'est aussi. Mais je trouve qu'elle, elle l'est avec une forme d'ingénuité aussi, tu vois. Avec une forme de naïveté qui tient au fait qu'on reste dans des romans qui sont des romans d'apprentissage d'une certaine manière, où les héroïnes se construisent au fur et à mesure. Et forcément, je te renvoie un peu ce que tu avais dit toi-même, Blandine, dans l'épisode sur Fourth Wing. À 16 ans, tu étais encore jeune. Il y a des choses que tu perçois pas forcément. Elle n'a pas tout à fait eu le loisir non plus d'avoir une vie sentimentale hyper épanouie par ailleurs qui ferait qu'elle serait extrêmement mature sur ces sujets. Bon, ouais, ok. C'est aussi cohérent et plausible avec son arc en tant que personnage, je trouve. Il y a aussi le fait qu'elle exprime très très tôt son désir de se protéger. Elle explique, hein, il y a une personne avec qui elle est elle-même, c'est Gay. Elle le dit, texto, la seule personne avec qui je suis moi-même. Elle aime, j'allais dire 2 personnes, une et demie. Elle aime sa sœur. Sa mère, c'est compliqué. Ouais, elle est Mais très en colère contre sa mère, hein. elle est extrêmement en colère contre sa mère à cause de ce qui s'est passé, à la mort du père et cetera. Elles ont quand même failli crever de faim parce que la mère a été complètement catatonique et enfin voilà. Elle est extrêmement en colère contre sa mère, elle est extrêmement en colère contre Panem en fait, enfin contre le Capitole surtout et elle le dit, elle dit, «J'ai appris très jeune à, ne laisser transparaître aucune émotion». Pour elle, l'amour, qu'il soit, parental, filial, ou romantique, c'est un truc dangereux. C'est une faiblesse. C'est une faiblesse. C'est ce qui a fait que sa mère est devenue catatonique à la Voilà. mort de leur C'est père. par, conséquent, c'est ce qui a failli, la tuer. Mmh. C'est un danger, quoi et elle apprend ça tellement jeune, c'est forcément ça la façonne. Elle apprend pas de la bonne façon. En fait, moi, je trouve que oui, bien sûr qu'elle manipule, mais c'est un peu une arme comme son arc est une arme pour aller chasser et se nourrir. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'apprentissage et là, donc elle raconte quand elle raconte un peu, l'origin story de son amitié avec Gale, donc ils s'apprennent mutuellement des choses, ils troquent du savoir aussi. Elle a appris des choses avec son père et tout ça, ça l'aide à survivre et quand elle arrive au Capitole au début, elle les déteste et elle est juste, hargneuse et c'est ses conseillers, donc Stina, Haymitch, même si au début elle veut pas du tout, de leurs conseils et tout, qui lui en gros, explique comment fonctionne le truc, quoi. Et Mitch lui apprend de manière assez brutale qu'en gros, elle peut facilement manipuler pour les sponsors. Elle a qu'à un peu jouer le jeu des Star-Crossed Lovers et là, elle aura de l'aide. Et effectivement, c'est ce qui finit par se passer. Donc, elle s'en sert un peu comme d'une arme pour survivre, en fait. Elle n'arrive pas à lui en vouloir pour ça, même si c'est sûr que le dommage collatéral, c'est un peu moche. Mais bon, voilà. À la fois, c'est moche, mais il faut pas non plus oublier que dans le pitch du principe, à tout moment, Pita peut se retourner contre elle aussi, hein. Ça, Et donc jusqu'au bout, c'est légitime d'être méfiant aussi. on sait pas ce qui se passe dans sa tête à lui. Oui. On n'en sait rien. Il est vu à travers, ses yeux à elle et elle le voit quand même de façon assez positive. Quoique des fois elle se dit: «Non, elle essaye de se convaincre qu'il la manipule et cetera, parce que, et lui aussi il joue sa vie quoi donc Bah, c'est là que l'écriture est vraiment super et qu'on nous fait des mini plot twists, en plein milieu du truc où genre, quand elle se rend compte que Pita s'est alliée avec les jeunes du Capitole et pas du Capitole, Des carrières? oui, des carrières, voilà. carrière, ouais. Là, c'est vraiment et c'est là et j'ai surligné dans le livre, c'est une fin de chapitre, quoi. Genre et là, je reconnais la voix de Pita et bam, 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 bam et j'ai écrit dun, dun, dun. Ouais, mais moi je trouve que ça, c'est la beauté effectivement d'une narration première personne qui est bien ficelée. C'est ça, c'est qu'en fait, tu sais que tu as un point de vue partial,
bien géré, en plus, vraiment, vraiment bien fait là. Et c'est vrai que j'allais parler de ce moment-là aussi, le moment où Pita il est allié avec les tribus des carrières. En fait, t'es pas 100% sûr non plus de Pita, quoi. Tu peux douter pendant assez longtemps de Pita parce qu'en fait, tu peux littéralement douter de n'importe qui dans l'arène et même au dernier moment, même sur le dernier plot twist, ça aurait pu être autre chose en fait. Au moment où ils rechangent les règles, tu sais, ils disent, j'en sais rien, ils disent, ils font ce premier, attention, nouvelle règle, koh style. Mais attention, nouvelle règle. En fait, si c'est les deux tribus du même district, ils peuvent gagner ensemble. Attention, plot twist, il reste que vous deux. Et ben en fait, non, il y aura vraiment qu'un seul gagnant. Je veux dire, la Pita, il aurait pu la buter, hein. Bah, il avait un peu mal à la jambe, quoi. Il était un peu en sale état, il était en train de crever, hein. Mais oui, c'est vrai, elle aussi. Il est en pleine hémorragie et tout. Je sais pas s'il aurait buté. Mais dans l'idée, oui. Oui, techniquement, tu vois, je te dis. Et Blandine, est-ce que Katniss, elle t'a pas rappelé un personnage dont on a parlé tellement de fois dans ce podcast? À qui tu penses? Un ver. Je sais Ah pas, non. un personnage qui aurait un arc et qui chasserait pour nourrir sa Ah famille, non, par exemple, parce ça qu'elle m'a- aurait été responsabilisée trop tôt. Qui est fâché contre un de ses parents parce qu'il s'est pas du tout occupé Eh d'elle et de ben, ses oui, mais ça reste. Alors, oui, enfin, techniquement, tu les regardes et je suis complètement d'accord avec vous. Une personne qui est dans la survie, une personne qui est fâchée contre ses parents. Et, enfin, après, est-ce que elle est vraiment fâchée contre son père? C'est Nesta qui est fâchée contre son père. Ferré, elle est pas tant fâchée. Je sais pas si elle a assez de que ça. personnalité pour être fâchée contre son père. Ouais, c'est ça. Exactement. Et je pense que c'est ça la grosse différence et c'est pour ça que j'ai absolument pas pensé à Ferré en lisant Hunger Games et le personnage de Katniss. C'est que Katniss, elle a une personnalité. Elle a vraiment une personnalité. Ce burn pour Farah. Désolée, meuf, toi, tu n'as pas de personnalité. Elle en a un peu, hein, mais par rapport à Katniss, c'est sûr que non. Et elle est aussi plus naïve, elle est aussi pas du tout. Enfin, quand j'ai parlé du fait qu'elle n'était pas forcément très morale, et c'est les circonstances de son éducation et du monde dans lequel elle vit qui fait qu'elle n'est pas parfaite en termes de morale. Et vous avez tout très très bien expliqué juste avant. Je vais pas revenir dessus, donc voilà. C'était pas forcément un jugement de valeur de ma part. Euh, dans le sens où ça en fait un personnage qui a beaucoup de dimensions, beaucoup de profondeur et de personnalité. Et Perret, elle a de la, enfin, elle est morale. Elle n'est pas du tout morale aigret. Celui qui est morale aigret, éventuellement, c'est Rysand, mais elle l'est pas. Elle essaye de suivre les règles et elle va pas comploter ou essayer de les détourner, etc. Katniss, elle est plutôt à chaque fois dans une recherche de. D'ailleurs, on le voit sur le plot twist de la fin, elle essaye de les blouser, eux, ceux qui font les règles. Après, elles vivent pas les mêmes choses non plus, hein. Le plot de ACOTAR a quand même pas grand-chose à voir avec celui de Hunger Games. On sait pas ce qui se serait passé si on avait mis Farah dans une arène avec 23 autres tribus, tu vois. Ben, on l'a Oui, mis mais- quand même contre un ver. Oui, mais justement, c'est inverse, elle bute pas des gens. C'est bien le problème. D'ailleurs, quand elle arrive à la troisième épreuve et que là, il faut buter des gens, c'est un peu Ouais, plus compliqué. elle Et d'ailleurs- ouais. Son problème de d'ailleurs- base, c'est qu'elle a buté un mec, alors que bon, il était pas. Ouais, c'était pas, enfin, pour elle, Elle sauvait son gibier, quoi. Ouais. Après, il faut aussi dire que la sœur de Katniss est bien plus sympathique que les sœurs de. Mais c'est facile, elle a 12 ans, wesh. Non, mais Hélène aussi, elle a 12 ans dans sa tête, quoi. Mais Ouais, mais regarde, proche à Hélène de même pas de faire pousser des fleurs et même pas des légumes. alors que Prime, elle a sa chèvre. Ouais, Rime, elle fait du Elle fait du fromage. fromage, ok, de chèvre en plus. Donc, Mais d'ailleurs, c'est là que tu te dis que Hélène, elle s'est pas beaucoup sortie des doigts de la terre, parce qu'elle aurait quand même fait pousser du basilic ou de la coriandre et les vendre au marché, que quand même ça aurait peut-être pu aider, hein. mais grave, enfin, c'est là qu'on voit que Oh. clairement une gamine de 12 ans est un peu plus dégourdie que l'autre saucisse là. Moi, je trouve qu'un des thèmes qui existe en filigrane de Hunger Games, il y a plein de sujets de santé mentale, l'alcoolisme de Haymitch, le fait que sa mère elle ait fait une dépression, le fait que elle est en PTSD en fait, que tu vois, enfin, et qu'elle va l'être encore plus à la fin. Et je trouve que peut-être c'est un des trucs de ACOTAR qui est peut-être pas si bien écrit, c'est que Farah, quand tu suis son arc, je trouve qu'elle fait pas une traumatisée très plausible, quoi. Elle passe quand même vite à plein d'autres choses, tu vois. Et tu sens que Katniss, elle garde plutôt une sorte de méfiance, chevillée au corps, des insécurités assez fortes. Je pense que l'écriture du personnage, de la cohérence du personnage par rapport à sa backstory, etc., elle est quand même
d'un niveau assez dingue. Et je pense que c'est assez documenté ce que fait Suzanne Collins sur ces sujets-là. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur Ferré. Elle se réveille pendant des mois pour aller chez RB. Quand Tristan la récupère, elle n'a plus que la peau sur les os parce qu'elle n'arrive pas à bouffer, parce que les pensées sur ce qui s'est passé sous la montagne l'obsèdent, etc. C'est une description différente, je pense, de la gestion de la santé mentale. Mais elle est traumatisée, Ferré, quand même. Oui, mais elle est traumatisée par quelque chose qu'on a lu, qu'on a découvert, enfin qu'on a vécu avec elle. Nous, Ouais, Katniss, on arrive, c'est un personnage qui est traumatisé de toute façon. c'est ça. Ouais, Voilà, je suis elle est d'accord. là, elle est traumatisée. Ça fait 5 ans que son père est mort. Elle dit, je me réveille encore toutes les nuits en hurlant parce qu'elle fait des cauchemars où elle voit, alors qu'elle n'a pas assisté à l'explosion. Elle n'a pas assisté à sa mort. Mais bon, il n'y a pas de corps, on n'avait rien à enterrer. Elle est traumatisée de ça, elle est traumatisée des conséquences d'avoir failli mourir de faim parce que sa mère était complètement déprimée, tout ça. La colère, enfin sa gestion de la colère. Il y a aussi tout ça, hein, justement, la gestion de la colère, je trouve, parce que elle dit, et je suis vraiment dans les tout premiers chapitres, à quel point elle était en colère aussi contre le district 12, contre le Capitole, et qu'elle a appris à se taire parce que c'est extrêmement dangereux. Et là, c'est tout l'aspect de la dystopie avec le côté politique et le côté dictature et tout ça qui est mis en exergue. C'est à quel point elle est surveillée par ce gouvernement, comme chacun des habitants l'est en fait, et c'est les conséquences que ça a sur sa façon d'être et tout ce qu'elle doit garder en elle, hein, qui est vraiment... elle est incapable de s'ouvrir à la moindre affection, enfin même avec le chat, quoi. J'ai adoré ce passage où, tout début, là, elle parle du chat de sa sœur, là, donc qu'elle a, elle, sans pitié, elle a dit, mais moi, j'ai pas... Quand je l'ai trouvé, je pouvais pas me permettre d'avoir une autre bouche à nourrir. Bah, parce que c'est elle déjà qui nourrit tout le monde, c'est elle la chef de famille. Elle a été obligée et elle explique que quand elle chasse maintenant, elle file Les abats. les abats, elle file les abats au chat et elle le dit, hein, elle dit en gros que si elle lui donne les abats, il arrête de lui cracher dessus, comme s'il se souvenait qu'elle avait essayé de le noyer quand il était chaton. Et elle dit, alors, désolée, c'est en anglais, mais enfin, je peux le traduire, mais This is the closest we will ever come to love. Et ok, elle parle du chat, mais en fait, elle parle pas du chat. Elle parle de tout, toutes Elle ses parle relations. elle parle d'elle avec le chat, mais aussi d'elle avec n'importe qui. Et à quel point elle est incapable de se connecter, de s'ouvrir aux autres, de se mettre dans une position vulnérable, parce que toute sa vie, en fait, c'est ce que disait Oriane au début, c'est de la survie. Tout ce qu'elle fait depuis, allez, peut-être au moins 5 ans depuis que son père est mort, c'est survivre. Et qu'est-ce qu'elle va faire dans l'arène? Survivre. C'est son seul objectif dans la vie, survivre et aider sa sœur et sa mère à survivre. Oui, et puis la seule personne à qui elle va finalement s'attacher dans l'arène va vite mourir, donc Mais c'est ça, c'est ça. Et la violence de tout ça, après, enfin, effectivement. Et je trouve que ça fait partie, ouais, des côtés santé mentale qui sont évoqués dans le bouquin et dans les suites, évidemment. Et ouais, c'est hyper important parce que ça les romantise pas du tout. Mais d'ailleurs, moi je trouve que plus que pas les romantiser, j'ai été vachement marquée par le moment où elle décrit l'état de sa mère après le décès de son père, où elle dit, en gros, elle reconnaît que sa mère était malade, elle dit sickness ou sick, un truc comme ça, et elle dit c'était une sickness qu'on pouvait pas se permettre, en fait. Et je trouve que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça la qualité d'écriture de Suzanne Collins. C'est que c'est vraiment très précis. C'est que vraiment, genre, ok, on reconnaît qu'elle était malade et en fait, tu peux pas vraiment t'intéresser à la dépression parce que tu es tellement dans un truc de survie que, effectivement, c'est pas possible de considérer ça dans l'état actuel de leur niveau de vie, en fait. Juste avant de partir pour le Capitole, justement, quand sa mère et sa sœur viennent la voir et qu'elle dit à sa mère, tu dois aider cette fois-ci, tu dois genre faire ta part, tu peux pas dissocier, tu peux pas te détacher et laisser Prime toute seule. Dit, il y aura pas de, je serai plus là pour vous maintenir en vie. Et sa mère lui répond, ce qui est pas souvent parce que clairement sa mère elle est passive avec Katniss. Et sa mère lui répond, j'étais malade, j'aurais pu me soigner si j'avais eu les médicaments que j'ai maintenant.
Donc, sous-entendu que grâce à Katniss qui leur permet d'avoir une vie un tout petit peu plus confortable, sa mère a réussi à reprendre le travail, on va dire. Donc elle soigne les gens qui sont malades et tout ça dans le district. Et sous-entendu, ça leur permet, en tout cas, ça permet à la mère d'avoir un traitement. Et pour la rassurer, elle lui dit, mais je prends mon traitement, j'ai des médocs et voilà, c'est une maladie, quoi. Et Et c'est pas mal, je reprenais ce moment-là et donc sa mère quand même, jusque-là quand elle nous l'a décrit, c'est quelqu'un de très passif donc au-delà évidemment de ce moment, dramatique où donc elle se laisse, un peu mourir, sur son lit en position fétale pendant 6 mois, elle soigne un peu les gens. Elle dit même pas qu'en fait, elle est pas dans le truc actif. Elle dit qu'elle fait des concoctions pour aider les les gens gens à viennent soigner. à elle, elle va Alors pas qu'en fait, pouvoir les après, on apprend, peut-être dans le tome suivant, peut-être plus, c'est pas un gros spoiler, mais que sa mère, c'est un peu la guérisseuse, du patelin, quoi. Mais c'est une fille de pharmacien, hein. Ça, il le Oui, dit. voilà, c'est ça. Mais moi, je l'ai compris dès le premier tome. Elle en parle, elle dit à chaque fois. Et en plus, c'est sa petite sœur, la Pram, qui aide sa mère à les soigner. Que Oui. quand ils sont vraiment dans trop mal en point, Katniss ne supporte pas et que c'est le moment pour elle d'aller chasser parce que Elle en parle plus tard, mais les gens sont forts. au tout début, quand elle explique, leur rôle à chacune, donc Prime, fait du fromage de chèvre, elle va chasser et puis sa mère, bon, elle fait des concoctions. C'est un peu plus tard quand elle a des flashbacks ou quand elle pense chez elle qu'elle met sa mère dans mais parce que justement, au moment où elle, confronte sa mère, au moment où elle vient de lui dire au revoir avant qu'elle parte au Capitole et qu'elle l'engueule et qu'elle dit, elle dit qu'elle élève le ton et que sa mère, finalement, elle lui dit: «Non, c'est bon, je vais pas y retourner à cet état» et elle se met également en colère et ça, c'est même limite une réaction que tu attends pas de sa mère, en fait, tu vois? De se mettre en colère contre elle, en fait. Tu as l'impression que leur mère, elle, à part, lui préparer sa toilette, pour aller, à la moisson et leur tresser les cheveux, elle fait pas grand-chose, même pour elle. Dire dès qu'elle fait quelque chose, dès qu'elle est un peu active, Katniss le fait remarquer. Genre, j'ai l'impression qu'elle se réveille, d'un coup, elle se met à faire telle chose. C'est vraiment OK, c'est pas dans ses habitudes et Et de toute façon, Katniss la repousse à chaque fois qu'elle a un geste, ou une parole envers elle, donc ça. Oh ouais, bah, elle est en colère, hein. mais Est-ce l'alcoolisme que des Mitch, c'est aussi un sujet intéressant, hein, parce que, tous ces gens, ils sont tous traumas, en fait, et Mitch est complètement trauma et c'est pour ça il a sombré complètement dans l'alcoolisme, Une fois que il est tu as pas vu compliqué. Sunrise on the Reaping, tu comprends pourquoi il est trauma. Ouais, mais même quand tu lis les tomes suivants, enfin, une fois que tu vois ce qu'elle vit dans l'arène et que tu sais que lui l'a vécu et qu'il a survécu, tu comprends, enfin, même sans avoir tous les détails, tu te mettras à sa place, quoi. oui, oui, moi je trouve que son alcoolisme, il est hyper lisible, hein, à ce niveau-là. C'est clairement du post-trauma, quoi. Et en plus de ça, comme il est le seul du district 12 à avoir survécu, tous les ans, il doit être le mentor Ouais. de gens et il sait qu'ils vont mourir. C'est ça. Donc lui, ça fait, je sais pas, ça fait quoi, 15 ans, 20 ans qu'il a fait ce truc, il a Mais vu, 40 il a jeunes, fait là, c'est les 74e Hunger Games, que le tome d'après, on a le Quarter Quell. Ça fait 25 ans, parce qu'il a fait le 2e Quarter Quell, Haymitch, où au et lieu donc d'être lui, tu 24, vu ils étaient 48 dans l'arène. En fait, oui, tous les c'est ça. 25 ans, Blandine, je sais plus s'il le mentionne ça dans le Non. tous les 25 ans, il y a des, jeux spéciaux, c'est-à-dire qu'une règle spéciale Mais attention, nouvelle règle. et Haymitch, il a fait les 50e Hunger Games quand il avait, 16 ans et la règle spéciale de ces jeux-là, c'était qu'au lieu d'avoir une fille, un garçon dans chaque district, donc 24 Début. candidats, il y en avait 48. 2 filles, 2 D'accord. et c'est lui qui a gagné et c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. En tout cas, Oui, oui. Et donc, du coup, ça fait 25 ans que lui, tous les ans, il envoie un garçon et une fille se faire massacrer dans une arène en sachant que ils ont quasiment zéro chance de gagner parce que le district 12, bah, c'est pas des carrières, parce Ouais. qu'ils ne sont pas entraînés à ça, parce que donc et que en plus ils arrivent en étant déjà à moitié morts de faim. Mais c'est ça, ils sont faibles, ils sont enfin voilà, donc forcément ça fait Donc 25 ans qu'ils voient ça. il est en trauma. Ouais. Je pense que c'est des scènes où j'ai pas la même lecture en deuxième lecture, mais la scène qui se rend compte que Pita et Katniss, c'est pas ses tribus tout à fait habituelles et donc il peut prendre le truc autrement. Et je la trouve super intéressante, cette scène. Il le dit. Oui, oui, oui. Dans le train, je crois. Peur pas, parce que Katniss, elle a un couteau, enfin, je sais plus. Ah, quand elle lui plante là. That
Un truc comme ça, ouais. Ouais. Si, il le dit, est-ce que j'aurais pas a pair of fighters, un truc dans le genre. Exactement. Et de fait, c'est pour ça, je pense aussi qu'il accepte de boire un peu moins. De rester à peu près sobre pour vraiment être sérieux dans son job de. Ah, parce que le mec, putain, il Ouais. fait trop tomber dans son vomi, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que les années précédentes, par contre, les mecs n'ont pas eu une conversation intelligible avec lui de tout le temps qu'ils ont passé Et Phil le dit, hein, il avait même pas de bonne manière, ils mangeaient avec leurs mains. Ouais. Mais c'est même, enfin, tu vois, t'as l'impression qu'en fait, le mec, il avait démissionné et là, d'un coup, il remissionne, quoi. Genre, il est là, genre, oh, attendez, Totalement. je peux peut-être servir à quelque chose. Genre, le mec, soudainement, se met à avoir un but dans sa vie, quoi. Mais et en fait, ça lui donne de l'espoir. Mais et en plus, le côté rebelle de Katniss, il kiffe parce qu'à un moment, quand elle lui raconte que à l'entraînement, il devait performer devant le jury et qu'il s'occupe pas d'elle, ils sont en train de manger, il la regarde même pas. Du coup, elle tire une flèche dans la pomme du cochon de lait. rôti de porc là qu'ils sont en train de manger et elle l'admet le soir et elle sait qu'elle a fait une connerie, donc elle l'admet à demi-mot, genre oh là là, j'ai fait un peu une connerie et tout. Il l'en redemande, il est là, ah bon, mais raconte, mais quelle tête ils ont fait et tout. Tu sens qu'il est là, qu'il kiffe quoi, genre enfin on peut leur en foutre dans la gueule, c'est Ouais. cool. Bah, parce qu'il a pas eu sa revanche, lui, pour tout ce qu'ils lui ont fait subir. Il est là, il est dans son village des vainqueurs, il habite tout seul dans une grande maison, il fait que picoler. C'est là. Puis lui, ça fait des années qu'il ronge son frein, qu'il déteste. Tous les habitants de Panem détestent évidemment l'ordre établi, mais bon, ils sont obligés de vivre avec. Il n'y a pas trop de soulèvements, enfin, on en entend pas parler, on ne sait pas s'il y a des soulèvements, s'il y en a eu vraiment. Oui, Par du district 13 et ils nous disent non, mais ils il a les été détruit. annihilés. Mm. Il en reste rien du district 13. Et Ah puis, ouais. le Katniss, elle le dit au début dans le district 12. Elle dit voilà, nos peacekeepers, ils sont quand même assez arrangeants. Elle troque beaucoup avec eux. Ils savent probablement qu'elle va dans la forêt. Oui. Ils le savent complètement parce Il y en a même un qui lui achète ses écureuils. Donc, ils le savent, mais Parce qu'ils sont un peu dans le même bateau qu'eux, en fait. Ils ont peut-être un statut un peu meilleur que les mineurs, mais et encore, on n'en sait rien. voilà. Sur le district 13, alors vous avez lu la suite, pas moi. C'est le seul truc que j'ai trouvé mal amené dans le récit parce que j'y crois zéro. C'est-à-dire que quand j'ai lu le truc, je fais bah en fait, il est pas du tout annihilé le truc et dans les tomes suivants, on va avoir des infos sur ce district qui en fait n'est pas du tout annihilé et alors soit c'est une construction complète et il n'y a jamais eu de district 13 et c'est un truc à monter de toutes pièces le Capitole pour faire peur aux autres districts soit en fait ils sont en complète rébellion et voilà. Mais c'est le seul truc où pour moi c'était une backstory qui avait pas. Alors peut-être je me trompe, hein, vous avez lu les suivants et pas moi, mais c'était une backstory qui était genre zéro crédible. Après, je pense que dans le premier tome, il faut surtout prendre ça comme un exemple de la propagande. Oui, exactement. C'est comme ça vraiment que je l'ai Et pris. tu sais pas si c'est vrai ou pas, parce que de toute façon, tu ne peux pas le prouver dans un sens ou dans un autre. C'est une histoire qui se raconte. Et c'est fait pour leur faire peur. Et effectivement, soit tu y crois, soit tu y crois pas, comme eux, probablement. Voilà, toi tu dis, ben moi j'y crois pas, soit ça existe pas, soit en fait ça existe toujours. Et voilà, est-ce que ça va revenir dans les Dans le récit, en tout cas, Katniss ne remet pas l'histoire en question. Elle ne remet pas la propagande en question, pour le coup. Hein. Pour eux, c'est pas vraiment. à ça que sert la propagande, hein. Et c'est aussi à ça que servent les Hunger Games. Les Hunger Games, c'est juste pour bien leur dire une fois, pour leur faire une petite piqûre de rappel une fois par an. Tenez-vous correctement, sinon, enfin, vous voyez, c'est ça qui. Ouais, c'est n'essayez pas. Ou vous avez essayé de vous révolter une fois, regardez ce que ça a donné. Et une piqûre de rappel par an, et tous les 25 ans, une grosse piqûre de rappel, quoi. Est-ce que vous voulez parler un petit peu de ce world building, de l'aspect dystopique, etc. Comment vous l'avez trouvé, cette espèce de... Donc on sait que Panem, c'est une sorte de réminiscence des États-Unis. Je sais pas trop Elle comment... dit texto, hein. Elle dit texto, elle dit qu'il s'appelait
Elle dit l'Amérique du Nord, parce que je crois que ça inclut le Canada. Il n'y a pas de carte officielle, mais celle des films, par exemple, et celle qui est réutilisée dans les expos, ça inclut le Canada, effectivement. Là, j'ai une carte sous les yeux. Le Canada, ils appellent ça Wilds. C'est incroyable comme c'est américano-centré, tous ces bouquins, et quels qu'ils soient, à chaque fois, tu regardes Hunger Games, The Handmaid's Tale, c'est à chaque fois, c'est l'Amérique du Nord, ou c'est les États-Unis, ou Silver Elite, dont on a parlé dans une bulle précédemment, pareil, c'était les États-Unis. C'est jamais basé sur autre chose que ça. Parce que c'est écrit par des Américains et ils connaissent que leur propre pays. Après, c'est peut-être mieux qu'ils essayent pas d'écrire sur l'Europe, hein, parce que je pense que ça serait probablement pas terrible, hein, tu vois. Après, c'est vrai que ça pourrait être complètement autre chose, mais le fait qu'ils choisissent de positionner ça dans les États-Unis, c'est ça qui fait qu'on est clairement dans le registre de la dystopie, quoi. Oui, parce que du coup, c'est la plus grande puissance mondiale que nous, on connaît, et qui a été complètement renversée, transformée, enfin... Après, il faut aussi se placer du point de vue de l'autrice, c'est-à-dire qu'elle est américaine, elle l'écrit sur ce qu'elle connaît. Bah oui, c'est ça. Et même si elle le transforme, c'est important d'avoir une base qu'elle connaît. Moi, de ce point-là, ça me choque pas. Il est vrai que parfois, dans les dystopies, je me dis la même chose dans la fantasy, hein. Parce que les cartes, elles sont quand même toutes petites, hein. J'ai envie de dire, bah ouais, mais il se passe quoi sur les autres continents, les mecs? Au bout d'un moment, t'es là, ouais, enfin là, vous êtes dans votre bulle toute petite en termes de kilomètres carrés. Que se passe-t-il ailleurs? Alors certes, après, moi, je pense qu'il y a quand même une intention quand tu pars sur de la dystopie, de repartir justement de l'existant et de pas faire comme la fantaisie où tu dis: «Regardez, j'ai créé une carte qui n'a absolument rien à voir, d'un monde qui n'a absolument rien à voir» et cetera. De dire: «Attention, j'ai envie que mon récit, il ait un lien avec le réel et ça va être à vous, lecteurs, lectrices, de faire ce lien, vous-même». Et donc là, il y a et que ça veut dire que quand même, dans ce que Suzanne Collins a fait, il y a un propos derrière, qui est politique, quoi. oui. Je pense c'est sûr qu'il est là. C'est Heu, extrêmement politique. ouais, c'est très politique. Ça parle de divertissement, ça parle de culture, ça parle de domination, ça parle d'information, et je trouve que ça en parle, à une hauteur, le fait qu'on voit tout ça du point de vue d'une adolescente, certes, rendue un peu trop mature par son histoire, personnelle. Ça donne des billes que je trouve très chouettes à donner, à des young adults. Je suis 100% d'accord avec toi. Ça, je trouve ça vraiment cool. Est-ce que c'est un genre, le post-apocalyptique, que vous avez l'habitude de lire, que vous aimez lire? Est-ce qu'il y a d'autres choses que The Hunger Games que vous avez lues qui seraient dystopiques ou post-apocalyptiques et que vous avez beaucoup aimé et que vous avez des recos? Je sais pas. Moi, c'est pas forcément un genre que je lis beaucoup, et à chaque fois que j'en lis, je trouve ça cool. Et je me dis: «Ah, je devrais en lire plus», mais mais je le fais pas. Je le fais pas parce que je vais pas à la recherche, spécialement, et c'est dommage, mais c'est surtout le post-apocalyptique que j'aime bien plus que la dystopie. La dystopie, c'est encore, autre chose, mais c'est des choses que moi j'aime bien lire, et en fait, à chaque fois, je me dis: «Bon, c'est dommage, j'aurais». Ah, moi, c'est pas du tout ma came de base. Je suis pas du tout une lectrice, ni de dystopie, ni de post-apo, ni de SF. C'est pas du tout mon truc, quoi. Et après, Hunger Games, c'est que ça reste un très bon divertissement, paradoxalement, hein, d'ailleurs. Mais c'est un page turner, hein, il se lit vraiment très vite, et cetera. Et je pense que moi, je l'ai lu à l'époque en 2012, comme je l'avais dit dans d'autres épisodes, parce qu'à partir du moment où un truc devient un phénomène de librairie, et ben moi, j'ai super envie de voir ce que c'est. J'ai vraiment lu Hunger Games dans cet état d'esprit-là. Mais je pense que c'est différent. Claire, Lucie, vous avez lu Divergente aussi, non? Ou au moins vu les films? Moi, j'ai lu et vu, ouais, Divergente. C'est pas ça que je conseillerais, ni en dystopie, ni en post-apo. Moi, c'est un genre que j'aime beaucoup. C'est un genre enfin, j'en ai fait un cours, hein, pour mes étudiants d'histoire, donc parce qu'évidemment, ancré dans le réel et tout ça, voilà, c'est toujours un peu intéressant. Si je devais conseiller, après, il y a le hyper classique mais indétrônable, et tout le monde devrait le lire parce qu'il est pas très long et il est très bien traduit, mais c'est 1984. Oui, De bien George sûr. Orwell, qui est la base de toutes les références, enfin, pas que, mais quand même assez énorme. Le bouquin, le film, les 2, enfin, grosse claque en général. Ça fait partie des trucs que j'ai dû étudier, mais par contre avec grand, grand plaisir. Il y a La Servante écarlate. Oui, oui.
Pareil, le livre. Alors, j'ai pas encore lu le préquel, Les Testaments. Je l'ai, il est quelque part par là. Je l'ai pas encore lu, mais je conseille le livre. Alors, si vous n'avez pas vu la série, lisez le livre avant. Il y a un aspect, un petit twist, on va dire, qui est pas mal. Donc, si vous n'en savez rien, si vous avez échappé, si vous vivez sous un rocher, je ne sais pas, je conseille de lire le livre avant et ensuite regarder la série, qui est pas mal du tout. À l'heure où on enregistre, j'attends le dernier épisode qui sort dans quelques jours. Donc voilà, c'est bientôt fini. Et sinon, en post-apo, Blandine, si tu aimes le post-apo, je te conseille Silo. Silo de Hugh Howey, qui à la base... alors, il y a aussi une série qui est en cours, mais vraiment, les bouquins, je les ai adorés. Ah ouais, pas... Moi, j'ai pas accroché. J'ai lu le premier tome et j'ai pas accroché, ouais. Moi, j'ai adoré. Je sais pas, je les ai lus, alors après qu'il ait eu le prix Hugo, je sais plus. Mais non, moi j'ai adoré. Écoute, à mon conseil, tu devrais commencer le 2 parce que c'est très très différent. Enfin, Ouais. c'est pas une suite à proprement parler. Je conseille. Donc ça, c'est une trilogie c'est la trilogie, c'est Silo. Et le premier tome, c'est Wool. Et ensuite, on a Dust. Oh, enfin, c'est trouvable. On vous mettra les références. Sinon, il y a Le Pouvoir de Naomi Alderman qui est pas mal aussi, qui est à lire, qui est très féministe. Les femmes n'ont pas le beau rôle dans celui-là. Enfin, Mais rarement, hein. Enfin, c'est souvent un piège dans les oui, discussions. mais là, par contre, c'est voilà, Le Pouvoir, c'est elles qui l'ont à ce niveau-là. Ah, d'accord. Il y a La Parabole du Summer aussi d'Octavia Butler, qui est un classique. Enfin voilà, je pourrais. Il y a aussi les trucs de la Terre fracturée aussi, là, de... Oui, oui. Comment elle s'appelle cette autrice? Jemisin, N.K. Jemisin, les livres de la Terre fracturée. Moi, j'ai lu ça, j'ai lu la série, c'était hyper chouette. Et c'est dystopique. Oui, c'est post-apocalyptique. Ouais, c'est post-apocalyptique et c'est quand même science-fiction, donc ça te détache un peu du réel. Science-fiction, fantasy, franchement, c'est un sacré mix. Oui, 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 oui. Mais je veux dire, ça fait quand même une dystopie où toi, tu te projettes moins. Oui. Voilà. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais, récemment, j'ai lu aussi Vox de Christina Dalscher, qui était pas mal et qui est aussi assez féministe parce que l'histoire, c'est que toutes les femmes, on leur met un bracelet qui leur envoie des décharges. Elles ont le droit de prononcer que 100 mots par jour. J'adore, mais j'adore la créativité de ce Ah ouais. setup. Voilà. Vraiment Et même les incroyable. petites filles. Donc, l'héroïne, elle a des fils et une fille. Et voilà, elle est obligée de faire comprendre à sa petite fille qui est assez petite, hein, je sais plus, elle a 5 ou 6 ans, que ben non, enfin, même quand tu te fais mal, t'as pas le droit de pleurer. Enfin, tu vois. Faut pas faire de bruit, ouais. Faut pas dire des choses et on leur apprend plus à lire ou à écrire, je crois aussi. Enfin, Ouais, c'est ça, ouais. vraiment. Et bon, l'héroïne, elle est adulte, donc elle a connu une vie un peu plus normale avant. Elle est docteur en neurosciences, donc autant dire que c'est un peu une des dernières femmes qui atteindra ce niveau d'études. Ouais, je l'ai lu, je m'en souviens. C'était pas mal du tout, C'est ça. vraiment pas mal. Et c'est un roman, c'est en sortie en poche et ça se lit assez vite, ça fait 400 pages. C'est pas mal. Bon, faut avoir le moral hein, pour lire ces trucs. Ouais, Alors, c'est si ça. vous voulez un truc qui se lit bien avec un petit moral et qui est du post-apo mais utopique, je sais pas si vous avez lu Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. Mais de façon générale, Becky Chambers, please. C'est magnifique, c'est génial. Ouais, il faut lire Becky Chambers en général, de toute façon. Oui. Moi, je trouve qu'il y a une tellement de tendresse dans ce livre et en fait de lire du post-apo utopique. Ah, Franchement, c'est tellement beau, tellement. c'est chicken soup for the soul. C'est vraiment du baume pour ton petit cœur, quoi. Ouais. C'est bon. An Angry Planet, il est tellement cool. Enfin, toute la trilogie là. Ouais, non, Becky Chambers à fond. À fond. Grave, complètement. Dans le genre pas trop dystopie, mais pas grosse bataille, tout ça. Mais par contre, faut avoir le moral aussi. Et c'est le Kazuo Ishiguro, Never Let Me Go. C'est Auprès de toi toujours, je crois, en français. Il y a eu un. Oh là là, non. Ah si, mais il est génial. Il y a eu un film avec Keira Knightley et Andrew Garfield et oh, j'ai oublié son nom. oui. C'est l'héroïne Zéonte. Écoute, moi j'ai un top 5 dans ma tête des livres qui m'ont réellement traumatisée et il en fait Il pas. est dedans, il est Vraiment. lu, il y a pas longtemps, il est tellement beau. Mais c'est Ouais, alors moi, je suis pas là pour souffrir par contre. Hein. Si j'ai pas le moral, je vais pas ça. Tu te fais éclater, mais ouais. éclater. Mais c'est pas personne se bat, enfin
Non, mais c'est pire. Ouais, mais globalement, quand pire, une c'est dystopie vrai. est bien faite, tu dois te sentir un peu investi dans le destin des voilà et je trouve que c'est encore mieux. C'est pour ça qu'en fantasy, science-fiction, moi, je mets un peu des guillemets au terme vraiment dystopie parce que je trouve que du coup, tu peux moins te projeter, quoi. Alors que Handmaid's Tale, là où ça fonctionne très bien, c'est qu'elle a dit qu'elle avait rien inventé qui n'ait pas déjà existé dans une civilisation, dans une autre, sur notre planète. Ouais. Ça, c'est flippant. Bon, là, c'est juste qu'elle a fait une concentration de tout en même temps, quoi, mais Tu Moi vois, aussi. moi, je me sentais pas de lire La Servante écarlate, mais alors bizarrement, lire Manacult, ça m'a posé beaucoup moins de problèmes. Je pense que le fait que ça soit une fanfic, ça m'a mis le niveau de distance supplémentaire qui a rendu le truc ok pour moi. alors fanfic plus l'univers Harry Potter, donc magie, donc pas possible, quoi. Enfin, Oui, voilà. que La Servante écarlate, c'est ancré dans la réalité. C'est Oui, c'est les États-Unis dans pas très longtemps, quoi. Et justement, vous avez du coup lu les livres, lu Hunger Games avant que le film sorte, après. Comment vous avez vécu un peu son immergence dans la culture populaire comme ça? Toi, Oriane, tu nous as dit que dès que ça commence à prendre un peu d'ampleur en termes de succès, tu as envie d'aller voir et tout. Est-ce que tu as vu le film ou est-ce que tu t'es arrêté au livre? Voilà. Non, non, parce que je suis pas comme je suis pas une contradiction près, j'irai toujours lire un livre qui a un énorme succès. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais bientôt lire La Femme de ménage et des trucs comme ça, parce que là, c'est en train d'arriver même sur ma voisine. Donc, si tu veux, je me dis, ok, je suis en train de rater un truc, je vais aller lire La Femme de ménage. J'ai pas vu les films sur Hunger Games, mais en fait, je n'arrive réellement pas à voir les films des livres que j'ai lus. J'ai pas vu les Harry Potter, j'en ai vu aucun. Ah. J'en ai vu genre un, et j'étais là, ok, je veux pas me ruiner l'œuvre, donc je peux pas voir Harry Potter, c'est pas possible. Et c'est vrai pour tous les livres que je lis. J'ai pas vu de la série Game of Thrones. Donc, Franchement, je peux comprendre et j'admire parce que je sais pas si j'aurais cette force d'esprit. Mais ouais, c'est vrai, moi j'avais commencé à lire les Harry Potter avant que le premier film sorte. Évidemment, tu t'imagines des visages, des décors et tout ça. Et une fois que le film est sorti, c'est foutu. Moi, maintenant, le Harry Potter dans ma tête, il a la tête de Daniel Radcliffe pour toujours. Voilà. et du coup, pour toi, Katniss, elle a la tête de Jennifer Lawrence. Oui, maintenant, oui. Je sais Et plus ce que je m'imaginais avant parce elle se décrit pas trop elle-même. Pas Non, trop. mais elle décrit Gale et elle dit qu'ils se ressemblent énormément. Ils ont les yeux gris, ils ont les cheveux noirs, ils ont la peau foncée, enfin, ils ont la peau olive. Il y a eu beaucoup, beaucoup de critiques quand Jennifer Lawrence a été castée, parce que pour plein de gens, elle ressemblait pas à Katniss. Et en fait, ça se passe dans les Appalaches, et elle a probablement un accent assez particulier qui est beaucoup plus qu'on entend en fait plutôt dans le préquel, enfin dans l'adaptation du préquel. Et là, on entend une vraie différence dans les accents, alors que dans la trilogie Hunger Games, c'est très très neutre en termes d'accent de là-bas. Et c'est dommage parce que c'est un super accent, mais je sais pas si ça aurait aussi bien fonctionné si tous les acteurs avaient dû avoir des accents des Appalaches ou des choses comme ça, hein. Il y Ça a se eu passe dans les Appalaches parce que là, dans les cartes que je trouve, le district 12, c'est plutôt l'État de New York, le Maine. Non, District 12, elle le dit, hein. Elle le dit dans le bouquin, elle mentionne les Appalaches. Il faut savoir, hein, je le redis, il n'y a pas de carte officielle. Oui, oui, oui. Suzanne Collins a dit qu'elle ne ferait jamais de carte officielle. Il y a celles qu'on voit dans les films, très furtivement, et qui ont été réutilisées dans les différentes expos qu'il y a pu y avoir et tout ça. Elle mentionne les Appalaches, faudrait que je retrouve quelle page et tout ça. Donc, Ah, mais oui. et que le t'as Capitole, c'est raison. les Rockies, par exemple. Elle le dit, et puis c'est protégé par les montagnes, etc. Puis ils arrivent par un tunnel pour passer sous la montagne. On peut définir certaines choses géographiques avec les spécialités des districts, par exemple. Oui, oui. Mais ouais, non, c'est les Appalaches. Et moi, je sais que je suis pas du tout quelqu'un qui visualise pendant ma lecture. Et du coup, j'ai pas trop de problèmes. Enfin, effectivement, maintenant, Katniss, elle a la tête de Jennifer Lawrence. Mais quand je relis, je vois pas Jennifer Lawrence, en fait. Oui, moi quand j'ai lu, alors après, voilà, moi j'ai pas vu le film, hein. On en parlait hors enregistrement en tout début quand on s'est retrouvés. J'ai vu tellement, enfin, c'est rentré dans la culture populaire ce film. Oui. Peut-être pas le livre parce que voilà, mais le film oui parce que bah il était avec des gens bankable et voilà. Et du coup, j'ai vu beaucoup d'images, de mèmes, d'extraits vidéo, etc., etc. Et du coup,
il y a eu des moments où ça m'a un peu gâché la lecture parce qu'en fait, même quand tu l'as pas lu, quand tu l'as pas vu, pardon, tu connais la fin. Donc, tu sais pas comment ils sont arrivés à cette fin-là, mais tu connais la fin quand même. Donc, ça, c'était une sorte de spoil, en fait, qui n'était pas hyper agréable. Mais j'ai pris le parti de me dire que j'étais là pour savoir comment ça s'était passé au milieu. Et après, du coup, ce qui est quand même bien, c'est que comme j'ai pas vu le film, j'étais pas là en train de comparer et de dire ah ouais, dans le film, ils ont fait... Je sais pas du coup si l'adaptation elle est fidèle ou pas au livre en fait. Donc j'étais pas là en train de me dire ah ouais, ils ont fait n'importe quoi dans le film. En fait, ça s'est pas passé comme ça. Enfin, ça se passe pas comme ça dans les. J'avais pas cette notion-là quand même. Je pense que vous, en ayant lu le livre avant et en voyant le film, sur certaines adaptations qui sont peut-être mal faites, on peut très bien être un peu rageux en mode ah ouais, c'est n'importe quoi la façon dont ils ont fait ça et ça et ça. Comme tu dis, Lucie, sur le casting, l'avantage du livre, c'est que moi, en fait, les personnages, je me les suis imaginés dans ma tête et j'ai pas vu le film. Et à part le fait que Katniss, je me la suis représentée brune avec une tresse, mais pas forcément avec la tête de Jennifer Lawrence. Elle en parle du fait qu'elle est brune et qu'elle a toujours sa sempiternelle tresse qui est sur le côté. Bon, bah voilà, je me suis pas... Ce qui m'a marqué, par exemple, c'est... marqué, je sais pas si c'est le mot. Ce qui revient souvent dans les images qu'on voit sur Internet de Katniss et du film, c'est le fameux signe que fait la tribu, le district 12, où elle lève la main avec des doigts croisés ou je sais pas quoi exactement. Et c'est une image qui revient tout le temps. Et donc, moi, j'ai cru. Je pensais que c'était un truc genre hyper, hyper important dans le livre, quelque chose qui allait être où j'allais avoir. Alors, j'ai une explication, hein, mais je pensais que ça allait être un truc beaucoup plus important que ça. Et c'est une marque de respect qu'elle a dans le livre aussi, mais c'est un peu anecdotique. Et j'ai trouvé ça fou entre l'image qui est dans la culture populaire, qui en fait, et le livre, en fait. Cette distorsion. Ouais, parce que c'est très visuel. Mhm, tout Et à fait. après, je pense aussi que quand tu fais un blockbuster, ça prend un peu de... Bah moi, les trois notes, là, enfin les trois, quatre notes qu'on entend au travers, ça a été ma sonnerie de SMS pendant des années. Hein. Ouais, moi je trouve que c'est des bonnes adaptations. Franchement, quand j'ai vu les films, j'avais pas grand-chose à redire. Ils doivent toujours changer un truc ou l'autre parce que un film, ça, voilà, ça répond à d'autres règles qu'un bouquin, mais c'est pas des choses qui m'ont vraiment dérangé. Après, j'ai pas vu le dernier parce que j'ai pas lu les deux derniers tomes, les deux préquels. Genre, il y en a un que j'ai acheté la dernière fois que j'étais au Royaume-Uni, donc je vais m'y mettre. Mais justement, le fait de s'être remis un peu dans cette lecture-là pour l'épisode, ça m'a un peu remotivé. Je pense qu'il s'était passé trop d'années entre ma lecture et le moment où les préquels sont sortis pour que je saute vraiment dessus à la sortie des bouquins, quoi. Ouais, moi, j'aime bien les adaptations. Elles sont pas parfaites, mais il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a des personnages que j'ai trouvé hyper bien représentés. J'adore Effie. Oui. Qui prend tellement plus de substance, en fait, dans le film. Et puis les costumes, les costumes. Comme je disais, je suis pas quelqu'un qui visualise pendant la lecture et moi les adaptations m'aident beaucoup. Il y a très peu d'adaptations en général que je trouve mauvaises parce que je suis très bon public déjà. Et puis j'aime bien ce côté, c'est la vision de quelqu'un. C'est pas faut accepter qu'on ne voit pas tous les choses, tous et toutes les choses de la même façon. Tant qu'ils ruinent pas l'expérience. En tout cas, Hunger Games, pour moi, c'est vraiment très cool et je les ai revus encore il y a pas longtemps et là, l'année prochaine, il y a le dernier qui sort. Enfin, j'ai trop hâte et j'aime beaucoup aussi le premier préquel. Je connais toutes les musiques par cœur. Voilà, si quelqu'un veut faire un karaoké, c'est le moment, de m'en parler parce que vraiment c'est voilà, j'adore. C'est ma came, c'est ma came. C'est ça qui est dingue, c'est que j'ai pas vu les films et je connais la chanson de Katniss, quoi. C'est un truc de dingue quand même. Bah, c'est de la très bonne promo. culture, quoi. C'est de la très bonne promo et c'est rentré dans la culture pop. Est-ce que vous avez lu des théories par rapport à Hunger Games? Sur la trilogie, pour moi, il y a pas énormément de théories.
Après, ça revient beaucoup hein, avec les 2 préquels. Et je dois dire que c'est un des plaisirs de la lecture pour moi de ces préquels, c'est que ça étoffe le lore de cette saga. Je trouve que c'est plutôt bien amené et c'est vrai que là, on a pas mal, de théories. Déjà, avant que le dernier livre sorte, le dernier livre Blandine, là, celui qui est sorti, Sunrise on the Reaping, il raconte les jeux de Haymitch. Ok. Voilà. Donc le quarterquel les 50e Hunger Games. Et ils ont très très bien fait leur marketing. Ils ont mis des petits extraits. Déjà, à partir du moment où on a su que c'était Haymitch, voilà, tout le monde imaginait plein de trucs. Donc ouais, il y avait des théories dans ce sens-là. Elle est très... Suzanne Collins, elle est très... Je sais pas si on peut parler d'easter eggs à ce niveau-là, mais il y a une réelle cohérence dans ce qu'elle écrit. Et là, à ma relecture du premier tome de Hunger Games, j'ai vu des choses qui sont clairement des références, enfin qui font écho à des choses que j'ai lues après dans les préquels. Et c'est pour ça que ma relecture a été si lente, c'est que il y avait je vois des sous-entendus partout, quoi. Donc, pour moi, Des gens qui sont morts. je pensais à ça aussi, merci. Pour moi, c'est le signe de quelque chose qui est très clair dans sa tête à l'autrice. Et on attend, enfin, les fans en tout cas attendent un autre potentiel préquel. Alors évidemment, il y a les partisans de je veux l'histoire de tel personnage, moi je veux celui-là, enfin voilà. Moi, j'ai pas de préférence, je lis tout ce qu'elle écrit. Surtout sur cette saga, quoi. Donc, ouais, il y a des théories, mais sur cette. Je sais pas, toi, Claire, est-ce que à l'époque, il y avait des théories sur des choses qu'on ne sait pas encore ou qu'on savait pas encore à l'époque? Bah après, ça me dit rien, mais j'ai pas non plus fait des recherches dans ce sens à ce moment-là. Est-ce qu'on le faisait autant à l'époque, tu vois? Non, alors déjà, il y avait pas après, référence de vieux, mais il y avait pas les mèmes à l'époque. Je crois les mèmes, ils sont assez récents. Ouais, on n'avait pas tout ça. Il y avait peut-être des forums, tu vois? Mais moi, je suis pas allée zoner là-dessus. J'étais J'étais pas assez obsessionnelle, sur, Hunger Games. Je pense que je les ai lus, ça m'a vraiment plu le temps que je les ai lus et puis une fois que je les ai refermés, je suis passée à autre chose, quoi. Après, il y a des films qui sont sortis, donc je les ai relus et je les ai relus plusieurs fois parce que j'ai vraiment adoré, mais j'avais pas connaissance des fanfictions, il y en avait peut-être, hein, j'avais déjà Wattpad à l'époque, je sais pas. Mais Oui, oui, ça, il y en avait des fanfictions, mais ouais. le côté théorie, comme on a pu voir dans certaines sagas, pas trop. Plus maintenant, clairement. Avec le lore qui s'étoffe et tout ça. Mais en tout cas, moi, c'était pas un truc qui me préoccupait à l'époque. Pourtant, Dieu sait que j'étais chronically online, quoi. Non, mais ça répond à ma question, peut-être en partie. Il y a aussi un sujet il y avait pas non plus le BookTok, le Bookstagram. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, on avait Goodreads, quoi, mais même pas sûr que, tu vois, ça... Et en tout cas, j'étais pas dans les plans. Et peut-être aussi, alors je sais pas comment vous avez rencontré ça, mais en tout cas, moi, je sais que quand j'ai commencé à lire Hunger Games, le temps que ça arrive jusqu'à moi, les 3 premiers tomes, ils étaient déjà, enfin, la trilogie était sortie, en fait. Et donc, c'était une œuvre complète et terminée, en un sens. Donc, t'as pas de théorie à élaborer en cours de route. Tu vois, j'étais pas assez en cours du truc pour qu'il y ait ce genre de choses autour du livre. Je trouve qu'on n'a pas parlé de la violence. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les fois où en fait, Katniss, elle est morale Grey, on en a parlé tout à l'heure. En tout cas, elle est pas parfaite comme héroïne. Elle est pas une morale à toute épreuve, etc. Et pour autant, finalement, quand elle tue, c'est pas de façon vraiment. Elle ne le fait pas intentionnellement. C'est-à-dire que la première fois qu'elle tue, c'est par et même Pita. Lui, c'est par accident parce que Foxface, elle mange des baies qu'il a accueillies et qui en fait sont toxiques. Katniss, je sais plus, mais pareil, elle avait pas l'intention de le tuer le premier et il meurt un peu de sa faute à elle, certes, mais un peu par accident. Et en fait, la seule mort qui est de son fait à elle et qui est vraiment consciente et intentionnelle, c'est quand elle abrège les souffrances du dernier mec là qui s'est fait prendre par les ressuscités. Par les mutants. Les espèces de créatures hybrides créées par le. Oui, en fait, qui sont en fait tous ceux qui sont morts au combat dans l'arène et qu'ils ont reconstitué. Alors, je sais plus quel nom ils leur donnent, etc. Mais en gros,
Le dernier, c'est qui meurt, je sais plus son nom pareil. C'est Kato. Ouais, voilà, c'est Kato. Des tribus. C'est Kato. Et en fait, elle l'achève en lui foutant une flèche dans la tête. Ouais. Et voilà, moi j'ai trouvé ça. En fait, c'est extrêmement violent, mais toute la violence, elle vient à chaque fois des autres. Bah, moi, je trouve qu'il y a une très grande finesse de propos sur la violence, justement, entre d'un côté la cruauté des jeux. Les jeux sont extrêmement violents. Panem est une société extrêmement violente. Les jeux sont des jeux extrêmement cruels. Et en fait, bizarrement, tu t'attends, je pense, quand tu ouvres le livre, moi, au début, je m'attendais à lire un truc genre Battle Royale. Donc, je sais pas si vous voyez Battle Royale, ce manga qui est hyper iconique, etc. Et Battle Royale, c'est gore, c'est dégueulasse. Toutes les morts sont spectaculaires, atroces, etc. C'est vraiment ignoble. Ça m'a traumatisée personnellement. Et les Hunger Games, c'est absolument pas ça. C'est-à-dire que les morts dans l'arène des Hunger Games sont absolument pas gore. C'est décrit avec, je trouve, une économie de mots, etc. Et genre, bien sûr, il y en a qui sont violentes, bien sûr, il y en a qui sont des meurtres, etc. Mais je trouve que, en tout cas, moi, j'ai été surprise, et ça a été la même chose quand j'ai lu les suites, et quand j'ai lu les préquels, ah ouais, c'est vrai qu'en fait, dans l'arène, tu t'attends à que des morts très gore, et en fait, c'est pas vraiment ça. Il y a beaucoup de morts de faim, des morts qui sont pas spécialement spectaculaires, qui sont un peu nulles, qui sont un peu à chier, qui sont accidentelles, qui machin. C'est comme si on explorait un peu tout le panel possible de la violence, et qu'on arrivait à mettre clairement que la violence de Katniss, qui est nécessaire à certains moments, eh ben, elle peut pas exister sur le même plan que la violence du gouvernement du Capitole. C'est autre chose, en fait. Et donc, c'est un propos qui est hyper fin sur ce qui est légitime en violence, ce qui est illégitime, ce que c'est qu'une lutte. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est assez central, en fait, dans le propos de Hunger Games. Et c'est pas un livre qui est aussi violent que son pitch pourrait le laisser croire. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Sur ces belles paroles. Oui, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à se dire et l'heure est venue de vous dire, eh bien, rendez-vous en septembre pour un nouvel épisode du Fond du Chaudron. Et oui, c'était le dernier épisode. Cet été, on fait une pause dans les enregistrements, mais on sera toujours actif sur Instagram. C'est le compte Le Fond du Chaudron, tout attaché. Là-bas, on vous prépare quelques activités pour la plage, des recommandations et également une lecture commune. Bien évidemment, vous pouvez nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. D'ailleurs, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation sous forme d'étoiles, cela nous aide beaucoup. Et bien sûr, si vous connaissez quelqu'un qui a aimé ou détesté Hunger Games, faites-lui découvrir cet épisode. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de lire ou pas les livres qui se trouvent déjà dans votre pile à lire et que le sort vous soit favorable.